258e jour de guerre donc en Israël et nous sommes entrés effectivement dans ce 6e mois de guerre, un conflit qui s'enlise et se durcit. Et ce matin, par ailleurs, nous allons revenir sur le jour où tout a commencé, ce jour maudit du 7 octobre 2023, jour des massacres du Hamas en Israël, au cours duquel, rappelons-le, plus de 1200 personnes ont été assassinées, des centaines prises en otage. Mais certains, malgré tout, ont survécu, heureusement. Yael Bonnet et Patrick Cohen sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. C'était nécessaire effectivement de vous entendre aussi ce matin. Alors Yael, vous êtes une survivante du massacre du festival Nova, au cours duquel 260 personnes au moins ont été assassinées. Et Patrick, vous êtes un habitant de Nir Am, qui est frontalier de la bande de Gaza. Et malheureusement, vous avez perdu justement votre fils Ziv lors de ce festival. Alors, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé. Mais d'abord, moi, je voulais tout simplement vous poser la question, comment ça va aujourd'hui? Et pourquoi c'était aussi important de témoigner avec nous et de le faire d'ailleurs tout au long de la journée dans plusieurs villes de France? Bonjour, merci de nous avoir accueillis. Je trouve que c'était important, je suis juif, je veux raconter mon histoire. Je parle français, je veux faire les deux ensemble, je veux que ça soit... Allez-y, continuez. C'est ma première fois dans la radio, donc... Allez-y. Pardon. Voilà, je trouve que c'est important, je suis venue raconter mon histoire. Et je le fais avec Patrick. Ouais. Patrick? La situation, elle n'est pas claire. À mon avis, c'est ça le plus grand problème, qu'on vit dans l'inconnu tous les jours. Et c'est important d'expliquer aux gens ce qui s'est passé. Le monde ne comprend pas ce qu'on a vécu. C'est pas sûr que nous, on comprenne ce qu'on a vécu aussi, mais si on ne parle pas, alors on n'aura aucune chance d'avancer. Bien sûr, il faut parler aussi pour honorer, j'imagine, la mémoire de ceux qui sont partis. Toujours. Alors Yael, vous faites partie donc des premières personnes à avoir quitté le festival Nova le matin du 7 octobre. En fait, l'attaque terroriste n'avait pas encore commencé quand vous êtes partis. Oui, c'est vrai. Il n'y avait que les roquettes. On n'a pas encore compris qu'est-ce qui se passe. On est parti tout vite fait parce qu'on a un ami qui est traumatique de l'armée. Donc du coup, les roquettes, c'était déjà assez traumatisant pour lui. Et donc on est vite parti dans la voiture. On était un des premiers. On les a croisés sur la route, les terroristes. Et on a fait un demi-tour et voilà, on a continué. Ouais, vous avez donc rencontré des terroristes qui étaient en camionnette blanche. Vous avez compris que c'était tout de suite des terroristes du Hamas? On a vu les grands fusils, les Kalachnikov, donc c'était un peu dur de ne pas comprendre. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement à ce moment-là? C'était un bloc. Je me souviens que c'était une situation de... Il faut suivre. Vous avez compris tout de suite l'ampleur de la situation? On a eu peur. On nous a tiré dessus. Donc, on ne savait pas trop quoi faire, sauf nous sauver, quoi. Donc, vous avez fait demi-tour, c'est ça? Oui, on a fait un demi-tour. Ils étaient juste en face. Il y avait qu'une seule voiture qui séparait entre nous. Et on a fait un demi-tour. On a failli entrer dans l'abri. On s'est arrêté juste à côté d'une abri. Après, on a compris qu'on ne pouvait pas rester. On a continué, on failli entrer à Be'eri. Le kibbutz. Le kibbutz. Il y avait quelqu'un qui nous a dit non. Donc, on a encore fait un demi-tour. Et voilà, on a continué comme ça jusqu'on pouvait... on a quitté la voiture à la fin. On a marché presque 20 km jusqu'à Moshav Patish. Ouais, vous avez raconté, vous avez marché entre 3 et 4 heures, je crois. Oui, 4-5 heures même. Ouais. Oui. Sans l'eau, sans le soleil. Ouais. Et sans savoir ce qui se passait. Oui, ça c'est assez terrible aussi. Oui. Alors Patrick, merci également d'être avec nous. Alors une histoire un petit peu différente de votre côté. Vous habitez Nir Am, un kibbutz situé au nord-est de la bande de Gaza. Comment vous avez vécu, vous, ces premières heures du 7 octobre? 6h30 du matin, une centaine de roquettes sont tirées vers nous. On rentre dans les abris. Et panne d'électricité, pas de communication, ni télévision, ni téléphone, ni rien du tout. On a l'habitude de recevoir des roquettes, peut-être pas autant dans la quantité, mais ça a continué jusqu'à des milliers de roquettes à mon avis, pas tout le temps sur nous, mais tout Israël à mon avis. On savait que Ziv était à la Messibat Nova, on a essayé de le contacter, on n'a pas réussi. Vous étiez avec votre épouse donc à ce moment-là? Mes épouses et 2 autres enfants. Un autre est encore à l'armée, il n'était pas à la maison. Ouais. Et on était dans l'abri en attendant. Donc vous n'avez pas pu joindre votre fils à ce moment-là? Non, pas du tout. Et après 7h30 à peu près, a priori, d'après ce qu'on sait à
après l'histoire, quoi. Il y a eu 125 Palestiniens du Hamas qui sont arrivés à Niram. On a eu de la chance qu'il y avait l'armée qui est Givati et une force de la police des frontières qui ont essayé de les arrêter. Et avec notre équipe de sécurité du kibbutz, ils ne sont pas rentrés à Niram. 90 sont dû aller vers Kfar Aza, malheureusement. Et je suppose que vous savez ce qui s'est passé à Kfar Aza. 35 ont été tués à Niram. Et Niram n'a pas été attaché. Le fait que l'équipe de sécurité était en prêt avec des armes, etc., malgré que l'armée ne leur a pas permis, et qu'on n'a pas rouvert l'électricité, donc ils n'ont pas pu rentrer. Et on est resté jusqu'à 2h du matin dans l'abri. À 2h du matin, l'armée nous a évacués du kibbutz. Et vous ne saviez toujours pas ce qui se passait à ce moment-là? On commençait à comprendre, mais personne. Parce que vous n'aviez pas accès au téléphone? Non, non. Le téléphone, on est revenu vers 8h30, 9h, 7h30, 8h, 9h. Les heures, elles n'étaient pas trop claires. On a réussi à avoir quelques WhatsApp avec Ziv. Il a dit qu'il était bien et qu'il voulait rentrer. Après, quand on a commencé à comprendre qu'il y avait à Sderot, on lui a dit de ne pas retourner vers chez nous. A priori, c'était dans une voiture. La voiture, elle a été coincée. Ils ont changé de voiture. Ils ont monté dans une autre voiture avec d'autres amis. Cette voiture, elle a reçu une roquette RPG. Ils sont sortis de la voiture et ils ont été se cacher. Un des amis, ils étaient 3 dans la voiture. Un des amis s'est sauvé. Il est survivant aujourd'hui. Et 2 autres, Ziv et Nevo, ont été assassinés. Comment vous avez justement appris la mort de votre fils? Comment ça s'est passé? On a su uniquement 72 heures après, 2h du matin, on a reçu un appel de téléphone qu'il a été reconnu. Son ami, ça a pris encore 10 jours après. Et on a pu l'enterrer que 12 jours après. À cause de la situation, il y avait beaucoup de terroristes encore dans la... Yael, vous avez aussi, j'imagine, perdu de nombreux amis ce jour-là, des personnes que vous aviez justement croisées, avec qui vous vous étiez amusé ce 7 octobre. Moi, c'est ma première fête, donc je ne connais pas trop dans la Seine. Je suis venue avec un ami que je connaissais d'avant et les restes, je l'ai connu sur la route. On était une voiture de 5. On est tous rentrés, bien rentrés à la maison. Il y a le frère d'une copine, il y en a plein. Enfin, même après, j'ai perdu des amis à l'armée qui sont partis se battre. Et vous comprenez qu'il y a eu ce manque de sécurité? Est-ce que comment vous avez justement appris ces... Déjà, on n'a pas vu l'armée, on n'a pas vu des gens de sécurité. La seule personne qui était avec... Enfin, on avait un policier avec nous, qui marchait avec nous, mais il n'avait pas d'armes, il n'avait pas de connexion, il n'avait rien du tout. Et il nous a dit, je suis perdu juste comme vous. Mais ça vous a choqué justement qu'une localité si proche de la bande de Gaza ne soit pas protégée comme elle... Ah oui, carrément, évidemment. Ouais. Moi, c'est ma première fois en plus d'être aussi proche. Enfin, je descends pas souvent au sud. C'est ma première fois d'avoir entendu l'alarme comme ça. Donc je me suis dit, bon, ça va, enfin, c'est assez normal, quoi, ça se passe ici. Comme il a dit, Patrick, on connaît les roquettes, c'est pas nouveau. Mais pas dans cette quantité, pas comme ça. Et après, une fois qu'on a entendu qu'il y a des terroristes qui sont entrés, c'était vite... on a vite compris. Alors Yael, aujourd'hui vous gardez le sourire, mais est-ce que finalement cet événement a eu un impact sur votre vie personnelle? On parle beaucoup de stress post-traumatique pour les soldats, pour les personnes qui ont vécu justement le 7 octobre. Comment ça se passe au quotidien pour vous? C'est dur. Je suis beaucoup plus sensible, je suis beaucoup plus restée. Ça m'a beaucoup changé. J'étais obligée de m'arrêter, quoi. J'étais obligée d'arrêter ma vie, j'étais obligée de me reconnaître mon corps, moi-même, comme je réagis. Parce que oui, ça a beaucoup changé. Et vous avez d'ailleurs déclaré, on avait l'impression d'être dans une caravane de la mort à ce moment-là, de revivre la Shoah. Oui, ouais, c'est vrai, j'avais dit ça. Vous avez eu le sentiment de vivre une Shoah? Déjà, on a marché pendant 4-5 heures. C'était une grande ligne. Tu regardes en face, tu regardes derrière, tu vois plein de monde. Tu regardes à côté, enfin, tu regardes du droite et gauche, tu vois de la fumée partout. Tu entends plein de bruits, plein de sortes de bruits, des roquettes, on te tire dessus par plein de choses différentes.
Et après d'avoir marché pendant je sais pas combien de temps, mais genre 4-5 heures sous le soleil, sans avoir d'eau, oui, c'était très silencieux, j'avais l'impression de marcher, d'être... Patrick, vous êtes donc un habitant du kibbutz Nir Am. On sait que les personnes qui habitaient dans les kibbutz sont des gens pacifistes, qui sont pour la paix avec les Palestiniens. Est-ce qu'aujourd'hui, votre vision peut-être a changé? J'ai travaillé beaucoup avec les Palestiniens dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'hôtellerie. Avec les gens, on peut s'arranger. En fait, les gens, ils doivent décider qui sont leurs leaders. Et ça, c'est en général... les gens, ils prennent une mauvaise décision. Ouais. et là, c'est difficile. Il faut trouver une solution au problème palestinien. La solution la plus simple, c'est que chacun aille de son côté. A priori, est-ce que c'est possible de bouger 2 millions de personnes? Pas trop évident, à mon avis. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut commencer à parler. Si on ne parle pas, on n'arrivera jamais à rien faire, à mon avis. Et depuis, une grande partie des résidents du sud d'Israël n'ont pas retrouvé leurs habitations. Alors vous l'avez dit, Nir Am a été plutôt épargné par rapport à d'autres kibbutz, malheureusement, qui n'ont pas été. Vous avez été déplacé dans un hôtel de Tel Aviv. Vous n'êtes toujours pas rentré chez vous? Non, on n'est pas rentré. Il n'y a pas d'école encore. Juste, il y a 2 jours, ils ont rouvert l'école. Surtout pour les kibbutzim qui sont un peu plus loin, 7, 8, 9, 10 kilomètres. Nous, on est moins d'1 kilomètre de la bande de Gaza. Et on a décidé qu'on laisserait le petit à l'école. On a un enfant qui est encore à l'école à Tel Aviv, et donc il terminera l'année là-bas. Et c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Vous allez vivre à Nir Am? Vous le souhaitez revivre là-bas? Oui. Il y a pas de... C'est notre maison. Ça fait plus de 40 ans que j'habite à Nir Am. Je me suis marié, j'ai monté mes enfants, j'ai fait mes enfants, ma famille, j'ai mon métier. Je peux travailler n'importe où dans le monde, c'est pas un problème, mais on est au paradis. Il y a juste un petit problème. Il y a quelques kilomètres de... Alors pour terminer, peut-être une dernière question pour tous les deux. On est en France en ce moment, il y a beaucoup d'antisémitisme dans notre pays et beaucoup d'antisémitisme aussi de par le monde, aux États-Unis, en Angleterre. Est-ce que ça vous inquiète justement de voir certaines personnes nier ce qui s'est passé justement le 7 octobre? On l'a encore vu vendredi, ce collectif de femmes juives qui a été exfiltré d'une manifestation parce qu'on leur a refusé de manifester. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ouais. Je crois que je suis pas trop en courant et c'est peut-être pour le mieux. Ouais. Moi, je suis habituée. Moi, j'ai jamais senti l'antisémitisme en Israël, en France, parce que je parle français. J'ai jamais trop vécu. Maintenant, c'est un truc différent parce que maintenant, je le mets sur mon. Je me porte comme une vraie juive. Ouais. Et je veux qu'ils sachent. Et Patrick, est-ce que ça vous inquiète? Le monde, il doit comprendre que ce qui s'est passé en Israël, c'est qu'un début, à mon avis. Si les gens ils vont pas changer leurs idées, on aura un gros problème. La France, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, etc., à mon avis. Il faut arriver à trouver des solutions un peu plus logiques. C'est difficile de parler avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage. L'inhumanité qu'on a vécue, malheureusement, ne nous donne pas beaucoup de solutions. Ceux-là, il faut les éliminer. C'est très simple. Il ne faut pas se casser la tête, à mon avis. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est eux qui ont voulu, c'est personne d'autre. Le peuple palestinien doit décider. Même en France, il y a eu la révolution, il y a le roi qui a perdu sa tête, etc. Donc, il y a quelques personnes qui doivent mourir si on veut faire la révolution. L'histoire, elle parle déjà. Et malheureusement, les Palestiniens, ils n'ont pas encore compris ce qui doit leur arriver. Bien, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Merci Patrick Cohen, merci Yael Bonnet d'avoir été avec nous. Vous serez cet après-midi à Lyon, demain à Strasbourg et puis après-demain à Levallois, je crois. En tout cas, on écoutera vos témoignages avec intérêt. Merci infiniment. Merci à vous aussi. À très bientôt. Bonne journée. Merci.